Alors, les mutilations sexuelles font objet de beaucoup d'actions. C'est peut-être pour ça qu'on en parle aujourd'hui, ou pourquoi on en parle aujourd'hui particulièrement? Pourquoi vous avez eu envie de parler de ça, les mutilations génitales? Oui. Vous avez vu des choses la semaine? Non, parce que je me dis, nous sommes dans un pays où ça existe ici. Oui. Et on a souvent tendance à l'oublier. Comme le diraient certains, une goutte de plus. On en a déjà entendu ce discours encore et encore, diront d'autres. Bonnement se demanderont quelques-uns. Les mutilations génitales. Plus de 200 millions de femmes dans le monde ont été excisées. Environ 3 millions de fillettes et de jeunes femmes sont victimes de cette pratique chaque année. 3 millions, c'est beaucoup. Eh bien, plus de 20 millions de jeunes filles et de femmes vivant aujourd'hui ont subi des mutilations dans 29 pays, dans les 29 pays de l'Afrique et du Moyen-Orient où la pratique est encore concentrée. 30 millions de jeunes filles sont exposées au risque d'être excisées d'ici la prochaine décennie. Essentiellement concentrées sur la circoncision, les mutilations, parce qu'il ne s'agit pas que des femmes, il y a aussi des mutilations génitales masculines. Et on dénombre en fait 700 millions d'hommes de plus de 15 ans à travers le monde. À mon humble avis, Steve, tant qu'existeront dans Doucement. ouais. Tant qu'existeront des cas comme la petite Fatima, âgée de 7 ans en 2013, soumise à la mutilation génitale lorsqu'elle n'avait que 1 an. Vous imaginez, 1 an. À 1 an, on l'a déjà excisé. Oui, on continuera de parler encore et encore de cette pratique jusqu'à parvenir en fait à un jour où on puisse respecter le droit de l'homme, et ce sans distinction de sexe. Pourquoi sans distinction de sexe? Oui, car si beaucoup comme moi, je ne sais pas si vous le savez, moi je ne sais pas. Voilà, moi je n'estimais pas, pour moi la circoncision ou la mutilation génitale masculine, je la percevais pas en fait comme une sorte de mutilation. Oui. La circoncision est comme une mutilation. Est une mutilation, et aujourd'hui encore, elle continue. Elle commence par faire en fait parler d'elle de plus en plus. De ce fait, tout comme la jeune fille, le jeune homme serait aussi une victime. Vu sur cet angle-là, Steve, il convient d'aller chercher, de comprendre ce phénomène. Je vous propose de faire un petit tour dans le passé. D'une sensibilité que je me demande d'où nous vient cette pratique justement. Voilà, je ne saurais commencer à aborder cette question-là sans rappeler en fait ce que c'est que la mutilation génitale. En effet, la mutilation génitale est tout simplement une modification permanente et importante des organes génitaux humains. Le terme mutilation en fait génitale aujourd'hui, aujourd'hui, on ne parle plus de mutilation génitale, on parle beaucoup plus, voilà, le terme mutilation sexuelle est beaucoup plus abordé, adapté, voilà, et déjà les organismes internationaux, tout comme l'Académie nationale de la médecine, l'emploient de plus en plus, donc, mutilation sexuelle. Chez la femme, ces mutilations sont classées en 4 catégories, en fait. Nous parlerons d'abord de l'excision d'Isuna, qui consiste en fait en une ablation ou incision du capuchon du clitoris. Excision, clitoridectomie, ablation du clitoris et souvent des petites lèvres. Cette opération, oui, des petites lèvres, voilà, à peine 1 an. Et on ne voudrait pas qu'on en parle encore. C'est pas possible. Donc je continue. Cette opération plus fréquente est pratiquée dans plus de 25 pays d'Afrique noire, ainsi que dans une moindre partie de l'Europe, de l'Asie. Aussi, nous allons compter des pays comme l'Indonésie, la Malaisie, l'Égypte, le Soudan, la péninsule arabique, même au Yémen. Son équivalent, en fait, l'équivalent du clitoridectomie, je le disais tout à l'heure, c'est l'ablation du clitoris suivi de petites lèvres. Son équivalent chez l'homme serait tout simplement l'ablation du gland ou du pénis. L'infibulation ou circoncision pharaonique, elle est encore plus grave. C'est une excision doublée de l'ablation des grandes lèvres, suivie de la sudure bord à bord de 2 moyens qui ne subsiste qu'une petite ouverture permettant en fait que le passage des urines et du flux menstruel. Cette opération est pratiquée à Djibouti, en Égypte, dans une certaine région d'Éthiopie, au Mali, en Somalie et dans le nord du Soudan. Ah, c'est quoi? On peut revoir l'image d'ailleurs, c'est quoi ça? Oui, ça, il s'agit de la soudure là. Ah oui, c'est la soudure ça? Oui, de la soudure. Après, ils ont enlevé le clitoris, ils ont enlevé les grandes lèvres. Maintenant, ils ont laissé les petites lèvres. Hein. C'est horrible. Ouais. Bon.
vous fait si mal? Oui, parce que c'est une atteinte Oui. à la personne, à la dignité, à la personne. En fait, c'est qu'on n'a même pas le choix, en fait. On n'a même pas le choix. On pratique ça à des enfants de moins de 5 ans, de moins de 4 ans, de moins de 10 ans. Et aujourd'hui, nous avons des femmes qui meurent en couche, des femmes qui ont du mal à vivre dans la société et qui sont rejetées par cette même société-là qui le leur a imposé. On continue sinon. Autre type de mutilation sexuelle féminine, nous allons la perforation, le perçage ou incision du clitoris et ou des lèvres, nephtomonie ou ablation de petites lèvres, cautérisation, pas brûlure du clitoris et des tissus qui l'entourent. Je pense que la liste, elle est longue. On va passer à celui des hommes parce que c'est vraiment ça commence. Les mutilations sexuelles masculines peuvent être divisées en 2 catégories. Celles qui vont empêcher en fait à l'homme d'éjaculer, le rendant dans le cas échéant stérile. Nous avons c'est comme une castration alors? Exactement, vous avez trouvé le mot. C'est la castration qui consiste en fait en une ablation des testicules. Nous avons l'émasculation ou pecnectomie en termes médicaux, c'est-à-dire l'ablation du pénis. Et les autres modifications invasives des organes sexuels masculins, telles que la subincision qui ne comporte pas de fonction reproductrice. Steve, vous m'aviez demandé tout à l'heure d'où nous venait en fait cette pratique. Où et quand en fait la mutilation génitale, Steve? Il me serait difficile en fait d'y répondre avec exactitude. Mais certains spécialistes en la matière pensent que l'Égypte serait un lieu d'origine de la pratique des mutilations sexuelles féminines. Et s'il arrivait qu'on en doute, le rapport en fait de l'UNICEF en 2013 estimait déjà à plus de 125 millions de filles ayant subi des mutilations génitales en Afrique. Et bien sûr, l'Égypte venait en tête et comptait 27,2 millions de filles et des femmes ayant subi l'excision. Je le rappelle, en 2013. Quant aux hommes, on estime en fait à 700 millions d'hommes ayant subi les mutilations génitales masculines de plus de 15 ans dans le monde. Cette pratique chez les hommes aurait pris naissance en Angleterre à l'époque victorienne, puis se répandit graduellement au reste du monde anglo-saxon. En Afrique, en fait, tout comme l'excision, la mutilation génitale masculine date en fait de fort longtemps et serait aussi un héritage ancestral. Je le disais déjà, où et quand les mutilations sexuelles, je ne saurais pas répondre plus que ce que je viens de lui dire, mais à la question pourquoi les mutilations génitales, on pourrait trouver quelques pistes de réponses que j'estime insolites, infondées et tout. En fait, en Afrique, cette pratique-là, qui malgré tout résiste au temps, serait un héritage ancestral, faisant partie intégrante des traditions africaines. Du côté de la femme, plusieurs raisons insolites, pour ma part, seront avancées pour justifier cet acte, pour ma foi, crapuleux et inhumain. Elle permet en fait... En effet, l'excision serait un acte qui marque en fait le passage de la petite fille à l'âge adulte. Elle permet en fait à la jeune fille de conserver son identité culturelle, de préserver, de sauvegarder, de restaurer et je ne sais quoi encore, l'honneur de sa famille pour la jeune fille qui ne se laisserait pas exciser. Elle ne serait tout bonnement pas acceptée par les siens, ne trouverait pas de mari. Et on va jusqu'à traiter ces filles-là, filles non excisées, on ira jusqu'à les traiter de filles à mœurs légères. Quant à la circoncision, les raisons tendent à s'apparenter à celles de l'excision. En effet, ces pratiques-là sont faites dans le but de prévenir la masturbation ou en fait de l'empêcher. Rendre les fils semblables au père circoncis, conformer le garçon du point de vue de l'anatomie à son papa qu'il avait déjà fait. Donc, il faut perpétuer la tradition, en fait. Ils vont avancer aussi des raisons, tout comme prévenir le cancer du pénis ou du col urinaire, les infections et tout. Mais nous avons vu là tout à l'heure, c'est une seule lame qui fonctionne. Donc, comment on évite les infections, les contaminations? Ces raisons qu'ils tendent à avancer. Pour finir, je dirais plus de 80% des mâles dans le monde sont non circonscrits. 20% des bébés mâles subissent donc une forme ou une autre de mutilation génitale. Cette phrase est d'une importance capitale, Steve, parce qu'aujourd'hui, elle a lancé et alimente
bon nombre de débats. Je ne sais pas s'il me reste un peu de temps pour continuer. Oui, mais je vais vous l'accorder, au fond, puisque dans le passé, j'allais bouffer un peu de vous. Ce sera le moment des compensations. Alors, merci beaucoup. Oui, ça m'a. Je pose ma question quand même déjà. Oui. Moi. Alors, finalement, comment étaient pratiquées justement ces mutilations, on a dit sexuelles désormais, c'est pas génital, sexuelles, mettons sexuelles. Oui. En fait, la cérémonie introduisant à l'excision a lieu chaque année et regroupe généralement à même date toutes les filles répondant en fait à un critère d'âge. En la matière, en Casamance, c'est-à-dire au Sénégal, elle survient entre 3 ans et 6 ans. Au Burkina Faso, entre 5 ans et 9 ans. En Côte d'Ivoire, entre 4 ans et 10 ans. Tandis que dans d'autres pays ou dans d'autres cultures, c'est plutôt à l'adolescence que va survenir cette pratique. En fait, nous allons nous rendre, on le dit souvent ici en Afrique, toutes les cultures africaines tendent à se ressembler. Absolument. Donc, pour illustrer en fait cette pratique, comment se faisait cette pratique il y a longtemps, j'ai choisi le cas de la population qu'ici en fait, qui est une population d'Afrique de l'Ouest vivant principalement en Guinée forestière, également en Sierra Leone et au Libéria. Selon eux, en fait, dans leur culture, chaque année, à l'approche de la dite cérémonie, les femmes du village se réunissent en fait pour identifier et recenser les filles qui sont à même de subir en fait l'excision l'année prochaine. Cet exercice a lieu 1 an avant le grand jour. Les parents des filles identifiées sont ensuite informés dans une ambiance festive. En plus. Dans une ambiance festive, on danse, on chante, et puis c'est la fête. On va exciser ma fille, c'est la fête. Donc, à l'issue de cette... C'est fou. À l'issue de cette première étape, en fait, les tuteurs de circonstances des enfants lancent une campagne de collecte de vivres pour l'entretien des filles. Elles sont généralement logées dans une même salle. On les met au frais, voilà. Et on fait la collecte de vivres pour pouvoir pour qu'elles puissent bien manger. Et pour avoir des forces pour supporter. Le jour J venu, à cette occasion, tout le village se réunit et même ceux des à côté qui viennent pour prendre part à cette festivité. Les filles sont ensuite retirées dans un coin de la brousse où l'acte devra s'effectuer. Les filles qui doivent être initiées sont prises à part et logées. Isolées, les femmes chanteront toute la nuit. Et dans ces chants-là, en fait, ils vont essayer d'effrayer, en fait, les petites parce qu'elles n'ont aucune conception de... Elles ont entendu parler. Ah, à tel âge, vous allez subir telle chose. Mais elles ne savent pas. Donc, à la veille, on essaie de les effrayer un peu avec des chants qui rappellent un peu les circonstances dans lesquelles elles vont le faire. Un peu pour les préparer psychologiquement à ce qui va se faire le lendemain. Alors, le lendemain, on va les faire sortir, en fait, en file avec quelques femmes. Elles diront, elles marchent lentement comme des reines vers le lieu où se passera en fait l'excision. Là-bas, les attend déjà le bourreau traditionnel. Voilà, je tiens à rappeler, là, c'est fait de façon traditionnelle avec une lame ou soit un couteau et c'est le même qui est utilisé pour toutes les filles. L'exciseuse et d'autres femmes, comme je le disais. Après l'excision, en fait, les femmes retournent au village en dansant, preuve que ça s'est bien passé et qu'il n'y a eu aucun incident. Voilà un peu ce que nous appelons excision, mutilation génitale. C'est vrai que on est très révoltés aujourd'hui par rapport à tout ça, mais eux, dans leur entendement, dans leur culture, c'est donc la tradition. C'était la tradition. Et c'était vraiment l'une des traditions fortement respectées. Qu'il fallait vraiment respecter. Je tiens à dire que ça va de soi, en fait. Les traditions fortes qui nous sont restées et aujourd'hui causent beaucoup de dommages à la jeune fille et à l'homme aussi. C'est l'excision, les mutilations génitales et le mariage forcé. Le mariage forcé des enfants. Comme on a pu le voir, en fait, Steve, nous avons pu voir aussi que les hommes sont tout autant concernés par les mutilations génitales. Et aujourd'hui, plus encore, parce qu'ils estiment que on porte atteinte à leur corps, puisque très tôt, bébés, ils vont pratiquer en fait les mutilations génitales masculines sur eux. Pour eux, c'est une atteinte à la personne. Ils estiment qu'on devrait laisser le libre choix à l'homme de décider lui-même à l'adolescence, à l'âge adulte, s'il veut effectivement subir cette mutilation génitale ou pas.